Les combats en République démocratique du Congo. On en parle? Oui, justement, parlons-en. Nous sommes concentrés actuellement sur l'actualité internationale, foisonnante, riche, conflictuelle, et on en oublierait presque que des combats intenses sévissent en République démocratique du Congo, alors qu'elles ont un impact et des conséquences considérables, tant au niveau du pays qu'au niveau du continent africain, ou encore à l'échelle internationale. Pour en discuter, j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. On a une actualité médiatique dense, parfois anxiogène, et pourtant, il y a un conflit, une guerre, une situation de guerre qui a lieu actuellement sur le territoire africain, en République démocratique du Congo. Est-ce que cette situation est trop nouvelle pour être appréhendée? Bah non, justement, cette situation est loin d'être nouvelle et c'est la raison pour laquelle on peut, comme vous nous entraînez ou nous encouragez à le faire, s'étonner en particulier de voir que les informations ont l'air assez peu nombreuses sur ce conflit. Donc on va peut-être le remettre en perspective. C'est un conflit maintenant qui dure depuis 29 à 30 ans quand même, dont on estime qu'il aurait fait au moins 6 millions de morts. Donc on mesure bien aux chiffres que je suis en train de donner l'aspect totalement mortifère du conflit pardon, et de sa durée dans le temps dans lequel il s'inscrit. Et quand on entend ça, on est forcément surpris dans la continuité un peu de cette introduction que de voir que les informations qu'on a sur ce qui se passe en République démocratique du Congo et en particulier sur sa frontière orientale sont assez peu nombreuses. Alors effectivement, il apparaît clairement que l'actualité géopolitique est très très dense. Depuis 3 ans, on a effectivement à l'esprit l'offensive russe en Ukraine du 24 février 2022. Et puis, on a les événements au Proche-Orient qui se sont à nouveau réveillés ou remis en dynamique à partir du 7 octobre 2023. Et puis, on a l'élection à la présidentielle de Donald Trump et puis son investiture le 20 janvier. Donc on voit bien que là, tout est en train de se rassembler pour que l'actualité géopolitique soit très très importante. Pourtant, quand on revient sur la durée de ce conflit et sur le nombre de victimes qu'il a occasionné, on se rend bien compte qu'on a affaire effectivement à un conflit qui a l'air très important, qui a amené un nombre de victimes considérable, qui est donc tragique, parce qu'en plus le conflit se fait dans des perspectives qui sont vraiment dramatiques, et il y a en plus des enjeux géopolitiques qui sont majeurs. Donc oui, c'est vraiment une question qu'il est nécessaire de se poser en 2025. Alors, comme vous l'avez dit, on va peut-être pas revenir sur le temps long, mais si on regarde les derniers événements qui sont survenus, aujourd'hui, en 2025, on en est où? Bah, ce qui se passe en 2025, c'est que entre la deuxième et la troisième semaine de janvier 2025, il y a un groupe rebelle qui est passé à l'offensive sur la frontière orientale de la République démocratique du Congo. On voit bien que cette offensive est majeure parce que là aussi, il y a deux chiffres qui vont permettre de comprendre à quel point on n'est pas dans juste, on va dire, une escarmouche ou une attaque ponctuelle. On estime que les déplacés sont de l'ordre de 700 000 à 1 million quand même. Je ne sais pas si on entend ce qu'on est en train de dire par rapport au moment là où on enregistre notre émission. Hein. On est à quelques semaines de ce début de cette offensive. Et puis on aurait pratiquement 2900 à 3000 victimes purement civiles. Donc là, on n'est même pas dans les décomptes militaires. Donc là, on se rend bien compte qu'on a apparemment affaire à une offensive globale, majeure, très importante, qui a l'air de relancer un conflit qui était déjà existant ou préexistant auparavant. Donc on voit une relance de cette rébellion. Il est peut-être nécessaire de faire un point sur la situation au niveau des combats, mais aussi la situation politique. Oui, c'est très très juste, d'autant plus que je vous entends parler de cette rébellion, mais on va se rendre compte au fil de notre séance qu'en plus des rébellions, il y en a plusieurs, parce que c'est un chiffre sur lequel je vais revenir, mais que je vous livre tout de suite. On considère que dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est pas moins de 100 groupes armés qui existent ou qui coexistent. Donc rien que ce chiffre-là laisse à penser que la situation est quand même particulièrement complexe. Alors en ce qui concerne par contre, l'offensive telle qu'elle a été menée et on a commencé à décrire de ces deuxième ou troisième semaines de janvier 2025, c'est un groupe qui s'appelle le groupe M23. Alors, c'est vrai que cette typologie ou cette dénomination peut un peu surprendre, donc on va peut-être déjà commencer par expliquer le nom, d'autant plus que ça va nous mettre en perspective un petit peu historique. Pourquoi est-ce que ce groupe de rébellion s'appelle M23? Parce qu'il fait allusion à la date du 23 mars 2009, dans lequel il y aurait eu déjà un accord de paix entre le gouvernement central de la République démocratique du Congo et une première insurrection.
et que quand cette rébellion a été lancée en 2012, ils auraient pris cette typologie pour rappeler que justement, de leur point de vue, les accords n'avaient pas été respectés. Donc là, c'est intéressant parce qu'on se rend bien compte qu'on s'inscrit dans un temps très très long en termes de conflit ou en termes de rivalité. Donc ce groupe M23 dans l'est de la République démocratique du Congo a lancé une offensive. Mais alors, ce qui est très important à préciser d'emblée, c'est que même si le Rwanda cherche officiellement à le démentir, il serait appuyé, et ça c'est un aspect fondamental sur lequel on va être amené à revenir dans le cours de la séance, sur 4000 soldats du Rwanda, de Paul Kagame. Et donc là, on voit bien qu'on a une insurrection politique qui a l'air d'être soutenue en plus par un État voisin. Donc là, ça prend déjà des proportions dont l'amplitude est beaucoup plus importante. Et alors, ce qui est important maintenant à évoquer pour ce qui est des opérations militaires, c'est que donc l'offensive a été lancée dans la région du Nord Kivu et que le 30 janvier, on considère que le mouvement rebelle du M23 a pris la ville qui est la capitale provinciale du Nord Kivu, qui est Goma, et donc a considérablement accéléré sa progression depuis, puisqu'en plus, il est en train de faire un mouvement tournant concentrique vers la province du Sud Kivu. Donc là, on voit bien que l'offensive est majeure, qu'elle est rapide et qu'elle a l'air d'enchaîner une prise successive d'un certain nombre de villes. Alors face à ça, on sent bien que le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo apparaît dans un premier temps en difficulté. Et là, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Parce que là, évidemment, il y a deux réponses qui sont possibles. Soit c'est la réponse militaire, soit c'est la réponse diplomatique. La réponse militaire, apparemment, n'est pas aisée à mettre en place pour les forces armées de la République démocratique du Congo ou FARDC, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que déjà, on s'inscrit sur un territoire qui est immense. Et donc, en fait, quand on remet en perspective la République démocratique du Congo, je pense qu'il y a deux éléments qui ne sont pas inintéressants à rappeler. D'abord, c'est le quatrième pays d'Afrique le plus peuplé sur le continent africain. Et ensuite, c'est le pays dont la superficie est la deuxième plus importante sur le continent africain. Donc là, on voit bien qu'il y a un espace considérable à appréhender. Et puis, il y a un autre aspect qu'il faut prendre en considération, c'est que la capitale Kinshasa, c'est 20 millions d'habitants, Olivier. Et là, pourquoi est-ce que je suis en train de penser à ça ? Parce que lors des élections de 2023, le président de la République démocratique du Congo qui a été élu avait fait une campagne qui avait été particulièrement nationaliste et très agressive envers le Rwanda. Donc là, on sent que d'une part, il est un peu gêné par rapport à son opposition, ce qui explique que les forces armées de la République démocratique du Congo cherchent d'abord à stabiliser le pays et à s'assurer, on va dire, de la continuité territoriale du pays avant que de pouvoir se projeter stratégiquement dans une contre-offensive. Et que même diplomatiquement, on a l'air assez en difficulté parce que, évidemment, comment commencer à négocier avec un groupe rebelle, ce qui a priori serait lui donner une légitimité, a fortiori quand on l'a autant décrié. Donc là, on se rend bien compte qu'on est dans une situation militaire et politique qui sont particulièrement compliquées quand même. Oui, et à ça, il faudrait peut-être intégrer aussi des éléments géopolitiques qui permettent peut-être de mieux appréhender pourquoi la situation s'est dégradée. Oui, alors là, il y a deux éléments qu'il faut prendre en considération. Le premier, c'est que le conflit a l'air de s'internationaliser. Et ça, c'est un aspect fondamental sur lequel il va falloir revenir parce que, justement, sur le continent africain, c'est une vraie spécificité. Et puis, il y a un deuxième aspect, lui aussi, qui est très, très important, c'est que, et qui peut paraître paradoxal, c'est que malgré le fait que le conflit a l'air de s'internationaliser, la communauté internationale, les organismes internationaux ou les groupements internationaux ont l'air d'être totalement dans l'incapacité que de pouvoir l'arrêter ou d'arrêter, on va dire, le fait qu'il se propage. Et c'est un fait qu'il est d'autant plus nécessaire que de mettre en évidence qu'en 2012, par contre, la communauté internationale y était parvenue. Donc là, il y a forcément un ensemble d'aspects qu'il va falloir expliquer pour que tout d'un coup, on puisse mieux comprendre pourquoi là, on a l'air effectivement d'avoir une situation qui se détériore et une offensive donc, du mouvement M23 qui a l'air de s'accélérer. Avant de revenir sur cette évolution de 2012 à 2025, peut-être qu'il est nécessaire, je parle de la communauté internationale, peut-être qu'il est nécessaire justement de voir en quoi ce conflit est singulier au niveau de l'internationalisation. Pour pouvoir répondre à votre question, je pense qu'il faut déjà bien comprendre un certain nombre de points qui sont les suivants. D'abord,
c'est quelque chose dont je trouve qu'on ne le met pas assez au crédit des chefs d'État africains, notamment depuis la grande période finalement qui a amené l'indépendance de tous les pays. Je pense notamment à l'Afrique subsaharienne à partir des années 60. Il y a un aspect, je trouve, qu'il faut particulièrement mettre en avant, c'est le fait que si on regarde géopolitiquement cette partie du monde, on a très très peu de conflits interétatiques, ce qu'on a l'habitude d'appeler aujourd'hui, vous savez Olivier, c'est un terme sur lequel on est souvent revenu, les conflits de haute intensité, parce qu'on sait bien qu'à un moment on a eu une sorte de pudeur, où on était sur des conflits limités dans le temps ou limités dans les moyens, qui consistaient plus à ramener l'ordre dans un pays qui aurait connu des désordres, que des conflits donc où l'ensemble du pays mobilise ses ressources, y compris sa population et ses forces armées, pour s'affronter. Typiquement, d'ailleurs, le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Or, ce type de conflit, justement, on l'a très très peu eu sur le continent en Afrique depuis 1960. Il y en a un qui peut peut-être venir spontanément à l'esprit, c'est quand il y a une opposition assez forte entre la Libye, à l'époque du colonel Kadhafi, et le Tchad. Mais hors sorti de cet exemple-là, oui, on a des coups d'État, on a des rébellions, on a des logiques parfois de sécession, mais les affrontements de pays à pays sont très peu nombreux. Or là, comme on l'a précisé, on voit bien que d'emblée, il y a un acteur qui a l'air de prendre toute sa place dans la situation, c'est le Rwanda. Puisqu'on voit bien que clairement là, il y a des forces armées. Alors non seulement le Rwanda a envoyé des forces armées, mais encore une fois, quand bien même ils sont en situation de le nier, ils sont en train d'équiper plus ou moins les rebelles du M23. Sans le Rwanda, on voit bien que jamais ces forces-là n'auraient la possibilité que d'aller aussi loin que ce qu'elles sont en train de faire à l'heure actuelle. Donc ça, je trouve que c'est très très important à rappeler, parce que ça montre bien que là, on est déjà sur une singularité dans ce conflit par rapport au continent africain. Et alors après, ce qui n'est pas inintéressant à rappeler, c'est un certain nombre d'éléments. Ces éléments, quels sont-ils ? Indépendamment des forces du Rwanda qu'on est en train d'évoquer, ce qu'on peut déjà rappeler, c'est qu'on a aussi des services secrets de l'Ouganda qui seraient présents en République démocratique du Congo. Et puis il y aurait aussi des forces armées ougandaises, mais alors elles qui seraient en train d'intervenir sur une autre dynamique qui serait presque totalement indépendante, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, elle serait en train d'intervenir contre une insurrection locale qui serait plutôt de type terroriste, mais qui n'aurait rien à voir avec l'insurrection du M23. Donc là, ça nous fait déjà deux acteurs. Puis il y a un troisième acteur qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a les forces militaires du Burundi, elles aussi qu'on estime entre 8 000 et 10 000 hommes, qui sont positionnés, elles aussi, dans la République démocratique du Congo. Et donc là, on voit bien que d'ailleurs, quand on cite le Rwanda, quand on cite l'Ouganda, quand on cite le Burundi, ça fait déjà 3 acteurs extérieurs de l'Afrique. Et je vous prie de croire que j'intègre même pas les mercenaires tels qu'ils seraient en place, notamment des mercenaires roumains ou des mercenaires bulgares, et qui sont censés normalement aider les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais c'est pas tout, parce qu'en réalité, ce dont on se rend compte, c'est-à-dire assez intéressant, parce que ça montre bien que la situation a l'air quand même assez délicate. La présidence de la République démocratique du Congo a clairement fait appel au Tchad pour que le Tchad puisse envoyer des forces armées et pour assister les forces armées de la République démocratique du Congo, de contenir et puis de réprimer cette insurrection. Et là, le Tchad, c'est très important à expliquer, parce que le Tchad a la réputation justifiée que d'avoir des forces armées très performantes, avec de grandes expériences et de grandes habilités au combat. Donc en fait, le fait qu'il soit fait appel au Tchad laisse à penser que la situation n'est pas aussi facile que ça à régler d'une part, mais on voit bien que ça contribue davantage à la mise en dynamique d'une internationalisation avec un certain nombre de pays africains qui seraient toujours davantage impliqués dans le conflit, ce qui évidemment nous amène à un premier constat. Si ça continue à se dérouler de la sorte, on voit bien que là, on va vers une internationalisation du conflit, et donc forcément, on peut craindre que ce conflit perdure. Mais pour autant, la communauté internationale ne semble pas en mesure de pouvoir, dans un futur proche, arrêter le conflit. Oui, et c'est une question qui est d'autant plus importante, qui est clé, que si vous me permettez de rajouter un point dans la continuité de nos propos précédents, la situation dans laquelle on a une sorte de guerre civile ou d'affrontement, de sécession d'une région ou d'une partie d'une région contre le pouvoir central,
c'est un aspect qu'on avait soulevé dans l'une de nos séances des rendez-vous géopolitiques précédentes, qui était sur les guerres civiles. Et on avait bien insisté sur le fait que justement, dans le cas d'une guerre civile ou d'un affrontement à l'intérieur d'un État, le vrai danger, c'est quand cette guerre s'installe dans le temps et qu'elle perdure, justement, il y a une sorte inévitablement d'appel d'air où tous les États voisins commencent à s'intéresser au conflit et à voir, pour dire clairement les choses, quels sont les intérêts qui pourraient en sortir ou quels sont leurs propres avantages tels qu'ils pourraient les mettre en place dans un conflit comme celui-là. Donc la question que vous posez sur la communauté internationale est très importante et ça m'amène à une deuxième précision qui là, effectivement, va nous mettre dans un angle un peu plus historique. Le constat, on va le faire simplement. Il n'y a pas l'air d'avoir de solution diplomatique, pour dire clairement les choses. Et la communauté internationale a l'air atone, pétrifiée, ou dans l'incapacité de mettre en place quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je vais m'efforcer de faire une déclinaison par la suite d'un certain nombre d'organismes internationaux tels qu'ils seraient censés pouvoir apporter une réponse, ce qu'ils n'ont pas l'air de faire. Alors déjà, peut-être, comme on s'y proposait dans le début de la réponse, une petite mise en perspective. Pourquoi la question prend encore plus son sens dans la continuité du fait qu'on a constaté qu'il y avait déjà des voisins qui intervenaient et qu'on sait bien que justement ça pourrait être un risque, c'est que quand il y a eu déjà un conflit de type similaire en 2012, justement, ce mouvement rebelle M23 avait déjà pris la ville de Goma. Seulement là, il avait été obligé de se retirer dans la semaine. Parce qu'il s'était passé deux choses concomitantes, et d'un point de vue politique, et d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue militaire. D'abord, d'un point de vue politique, la communauté internationale s'était saisie du dossier très très rapidement. Étant l'ONU, que plusieurs chefs d'État africains, il faut insister sur cet aspect-là, et que les différentes missions des grandes puissances, je pense notamment aux États-Unis, avaient dit alors là, il est hors de question, parce qu'il y avait des pressions qui étaient faites sur le Rwanda, pour dire clairement les choses, que vous mainteniez cette attitude-là. Donc en fait, l'offensive avait été arrêtée pratiquement dans la semaine, et puis même le groupe rebelle était reparti de la ville de Goma. Ça, c'est très important à avoir à l'esprit, justement, par rapport à ce qu'on est en train de dire. Donc ça, c'est le premier point. Et ça avait été d'autant plus efficace que ça avait été secondé sur le terrain, non seulement par les casques bleus ou par les forces de l'ONU, la MONUSCO, c'est-à-dire la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Et à l'intérieur de la MONUSCO, il y avait plusieurs contingents internationaux, comme c'est l'habitude. On a l'exemple avec la FINUL au Liban, par exemple. Mais là, il y avait en plus une brigade qui était très, très intéressante, parce qu'elle était menée par des forces armées africaines. Je pense notamment à la Tanzanie et à l'Afrique du Sud, et qui avait été très active sur le terrain. Or, de facto, on comprend bien que si je m'empresse de préciser ça, c'est qu'on ne se retrouve pas du tout dans la même situation à l'heure actuelle. Parce que d'abord, il faut avoir à l'esprit que le samedi 8 février, il y a eu un sommet des chefs d'État africains pour l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Et la première surprise qu'on a eue, c'est que il n'y a pas véritablement de consensus qui sont sortis de ce sommet, et que non seulement il n'y a pas eu de consensus qui sont sortis de ce sommet, mais qu'on n'a même pas réussi à sortir une ligne directrice majeure, et que d'ailleurs, le Rwanda n'est même pas vraiment évoqué dans les événements. Et dans la continuité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un sommet, le sommet annuel de l'Union africaine qui s'est tenu en Éthiopie le dimanche 16 février. Et là, dans la continuité, on a senti un certain nombre de chefs d'État assez embarrassés par la situation, parce qu'il y en a ceux qui étaient embarrassés, ne cherchaient pas à prendre position par rapport à deux autres groupes. On voyait bien qu'il y avait plutôt ceux qui se mettaient du côté de la République démocratique du Congo, et puis d'autres qui avaient, pour différentes raisons d'ailleurs, qui ne sont pas forcément les mêmes, qui avaient l'air de soutenir plutôt le Rwanda. Donc on sent bien que là, on est dans une situation qui a l'air relativement divisée. Mais si on s'inscrit dans la continuité, il y a trois autres aspects qu'on peut mettre en avant. L'ONU n'a pas l'air, ni le Conseil de sécurité de l'ONU, les différentes instances de l'ONU, n'ont pas l'air non plus d'être capables de mettre en place quoi que ce soit. D'abord parce que lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU a été réuni sur cette question, d'ailleurs en urgence, là non plus on n'a pas eu de solution. Et alors non seulement on n'a pas eu de solution, mais on a même eu un moment, un propos qui est assez étonnant, parce que dans la synthèse, l'ONU fait allusion au fait qu'il faut fermer des bases, je cite quand même, parce que c'est un peu étonnant comme réaction par rapport à ce qu'on est en train de dire, pour tenir compte de la réalité des dynamiques du terrain. Alors on va dire, mais attendez, alors,
ça, c'est quand même un aveu exceptionnel, d'une part, de l'impuissance de l'ONU, et d'autre part, de la reconnaissance que la dynamique à laquelle on fait face a l'air d'avoir une amplitude et une force beaucoup plus importante que celle qu'on évoquait en 2012, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Et d'ailleurs, pour évoquer donc cette mission des Nations Unies qui regroupait un certain nombre de casques la MONUSCO, elle a été dans l'incapacité totale que de réfréner l'action telle qu'elle a été menée dans le nord Kivu et puis qui commence à être menée dans le sud Kivu. Donc là, ça fait déjà 3 instances différentes. Mais alors, dans la continuité, ce dont on pourrait s'étonner, c'est que les BRICS n'agissent pas beaucoup non plus. Et non seulement ils n'agissent pas, mais ils sont eux aussi totalement absents. Pourtant, il faut rappeler que dans les BRICS, il y a bien l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Et on a évoqué l'Afrique du Sud tout à l'heure sur les événements. Et que d'ailleurs, indépendamment de l'Afrique du Sud, il y a un acteur majeur des BRICS qui est la Chine, qui pourrait voir là une formidable occasion que de se jeter dans cette opportunité. Or, la Chine n'a pas l'air de bouger. De même que, pour finir mes propos, les États-Unis sont dans un silence qu'on qualifiera, comme on le fait peut-être un peu classiquement dans la revue géopolitique, c'est un silence assourdissant en fait. Parce que quand on entend, alors je ne sais pas, le maelstrom, l'écho qui sort de Washington depuis le 20 janvier 2025, le moins qu'on puisse dire, c'est que là, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir une ligne directrice majeure qui sort des États-Unis. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un professeur, Jason Stern, qui a fondé en fait le Congo Research Group à l'université de New York et qui fait une remarque. C'est pas si étonnant que ça de son point de vue pour les États-Unis. Et parce que pour dire clairement les choses, ce qu'il constate, c'est que le président Donald Trump, pour l'instant, au Conseil national de sécurité, il a toujours nommé aucun responsable pour le continent africain. Donc là, on se retrouve dans une sorte de vide, parce qu'on sent bien que les Américains, et ça c'est un point sur lequel on va revenir, à tort ou à raison, à mon sens, il va falloir quand même se réveiller assez vite pour des raisons qu'on va expliquer, n'ont l'air d'avoir rien mis en place. Donc là, finalement, le seul espoir qui resterait d'un point de vue diplomatique, c'est ce qu'on appelle le processus de Nairobi 2022. Alors c'est là où je reviens sur un point qu'on a évoqué. Ce processus Nairobi 2022 donc avait été mis en place pour essayer de mettre autour d'une table de négociation 100 groupes rebelles. Nous y voilà. Donc ça montre quand même que dans la région, il y a une vraie instabilité. Seulement le paradoxe, c'est que parmi ces 100 groupes rebelles, Olivier, je vous le donne en mille, il n'y a pas le groupe M23 qui a toujours refusé d'en faire partie. Et évidemment, dans le cadre de la situation actuelle, alors qu'il a l'air de connaître des succès sur le terrain, on imagine mal pourquoi est-ce que tout d'un coup il rentrerait dans ce processus de Nairobi. Quand on reprend la déclinaison d'une part de l'internationalisation du conflit dans ma réponse précédente et d'une part de l'incapacité apparemment internationale que d'apporter une réponse de façon plus ou moins brève, là on se rend bien compte qu'on est sur un conflit qui existait depuis un temps long, qui a amené à un nombre de victimes déjà très très importantes, mais qu'il a l'air de se réveiller et qu'en plus on n'a pas l'air de trouver une solution assez rapide. Au-delà des éléments bloquants que vous venez d'évoquer, Fabrice, est-ce qu'il y aurait à l'échelle du continent africain des éléments et des enjeux géopolitiques qu'il faudrait prendre en compte? Oui, il y en a un qui m'apparaît éminemment majeur et dont il est prépondérant de le souligner d'emblée, ça va être le rôle du poids démographique de l'Afrique dans le monde, Olivier. Parce que là, peut-être que certains de nos auditeurs vont être surpris du fait que je fasse allusion à cette dynamique, mais pourquoi est-ce qu'il faut la prendre en considération, en particulier dans le cadre d'une hypothèse de conflit interétatique qui s'installerait sur le continent africain? Parce que c'est bien ça la question qu'il est en train de se poser. Ça, c'est un enjeu qu'on avait déjà eu l'opportunité de souligner dans une séance précédente des rendez-vous de la géopolitique, qui était tout entière consacrée à la démographie, même si évidemment, c'était un ensemble de logiques à la fois historiques et à l'échelle de plusieurs continents, pour reprendre votre terme, et que là, je vais plutôt évidemment me concentrer sur le continent africain lui-même. Pour mieux mesurer l'importance que le poids démographique en Afrique peut avoir sur les risques de guerre interétatique et surtout sur leur extension sur l'ensemble du continent, je pense qu'il s'agit de remettre un certain nombre de chiffres en perspective. Donc on va à la fois s'attacher à le mettre en perspective au niveau de la démographie dans le monde, et puis par rapport peut-être aussi à de la prospective à l'avenir. Parce que là, je pense que les chiffres vont être très très parlants. D'abord, si on prend
les estimations telles qu'elles sont faites par les différents organismes des Nations Unies. La démographie du continent africain sera à peu près la suivante depuis 1960. En 1960, on considérait qu'il y avait à peu près 200 millions d'habitants en Afrique. Aujourd'hui, on considère qu'ils sont à peu près 1,4 milliard. Et l'ensemble des prévisions consiste à considérer qu'on aurait 2,5 milliards d'habitants en Afrique en 2050. Alors là, il y a déjà un premier réflexe qu'il faut avoir à l'esprit. On est donc sur une multiplication par plus de 10 en 90 ans, Olivier. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait partie des rares événements ou des rares dynamiques telles qu'on n'y a jamais été confronté par le passé en géopolitique. On n'a jamais vu une telle explosion démographique, a fortiori sur un laps de temps si court, dans l'histoire de l'humanité, toutes civilisations confondues. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, on est face à un défi majeur. Parce que quelle que soit la civilisation, l'état, le degré de modernisation ou toutes les considérations que vous pouvez prendre, avoir à l'esprit, c'est de toute façon un défi que de pouvoir mettre face à une telle explosion démographique les besoins en termes d'éducation, de pédagogie, de soins, de réseaux logistiques. Et ça peut être une chance, j'insiste, parce que c'est toujours présenté sous un angle, quand ces chiffres sont évoqués, un peu catastrophiste, ou avec une dimension anxiogène, ça peut être une chance. Mais c'est une chance si on arrive justement à l'accompagner. Et on comprend bien spontanément que l'hypothèse de guerre qui s'étend sur un continent, surtout si c'est des guerres de haute intensité ou interétatiques, ce que n'avait pas le continent africain, le voilà le rapport avant. Là, par contre, ça nous met dans une difficulté majeure. D'autant plus qu'il y a une autre statistique qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la moitié de cette population africaine en 2050, donc 2,5 milliards, aurait moins de 25 ans. Et donc là, on voit bien, on ne va pas insister sur des évidences en géopolitique, mais enfin que les risques de guerre sont quand même plus importants dans des populations dont la moyenne d'âge est faible ou jeune que dans des populations dans lesquelles la moyenne d'âge est élevée. Et pour qu'on comprenne bien le défi auquel on assiste là, ce qui est assez intéressant à rappeler, c'est qu'en plus, dans le cadre du monde, c'est quelque chose de très singulier ou de très particulier. Parce qu'en réalité, quand on prend notamment les pays d'Asie du Sud-Est, je pense à la Corée du Sud, je pense au Japon, alors là, on est sur des taux de natalité, des taux de fécondité qui s'écroulent. Pense même à la Chine, on avait eu l'occasion de le dire quand on avait fait notre séance sur l'Inde, où l'Inde, justement, va être en position démographique que de dépasser la Chine, ce qui est fait, et d'accroître sa différence avec la Chine. Donc là, on est dans une vraie singularité, et j'insiste, là, c'est un paramètre qu'il faut totalement inclure dans ce qu'on est en train de dire, parce que si on a un continent africain qui, loin d'en revenir à une stabilité en termes de guerre interétatique, est en train de connaître lui aussi la perspective de guerre entre États, alors là, on voit bien qu'on est sur des conséquences qui vont être redoutables, parce que, pour rappel, on a déjà évoqué ces chiffres, rien que sur la partie orientale de la République démocratique du Congo, on estime qu'il y a eu 700 000 à 1 million de déplacés, rien que sur une période de 3 à 4 semaines, entre mi-janvier et mi-février 2025. Donc là, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on est confronté à des enjeux qui vont être majeurs en géopolitique. Alors justement, pour en venir à ces enjeux majeurs au niveau géopolitique, je songe à un autre conflit qui s'inscrit dans le temps long, c'était le conflit du Cachemire. Et quand nous avions enregistré une vidéo à ce sujet, vous parliez du Cachemire comme un curseur de la géopolitique actuelle. Est-ce qu'on pourrait se dire la même chose aujourd'hui de la République démocratique du Congo ? Oui, absolument. C'est un curseur. Et le rappel de ces séances qu'on avait fait sur le Cachemire est très à propos, parce qu'il se trouve que le conflit en République démocratique du Congo et le conflit du Cachemire ont ce triste honneur que d'être les deux conflits qui durent le plus en géopolitique depuis 2025, soit à peu près une trentaine d'années. Donc déjà, il y a une vraie similitude en termes de durée du conflit. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit bien en République démocratique du Congo, le vrai facteur qui est nouveau, ce n'est pas tellement les logiques de tension qui sont là justement depuis 30 ans, que le fait qu'on n'a pas réussi à les juguler, comme notamment une première fois en 2009, puis une deuxième fois en 2012, et que le fait que cette logique ne soit pas jugulée, c'est plus dû au fait qu'on a bien vu que les différentes instances internationales ne sont plus en capacité de pouvoir essayer de les maîtriser, et que, pour dire clairement les choses, on voit bien que depuis 3 ou 4 ans, on est sur un monde qui est en train de totalement
se fragmenter et qu'en réalité, on sent qu'on a des grandes puissances qui sont monopolisées dans leur attention par les affrontements respectifs. Alors, c'est des affrontements indirects, pour l'instant, entre les États-Unis qui soutiennent l'Ukraine avec toutes les vicissitudes qu'on sait, ça c'est un autre aspect qu'on a évoqué dans la révolution géopolitique, contre la Russie, mais on a évidemment cette rivalité qui est terrible entre la Chine et les États-Unis, et on a l'impression là que les regards des grandes puissances sont totalement tournés les uns vers les autres, et que par contre, justement, partout ailleurs, ça donne l'opportunité à des conflits de se réveiller, parce qu'ils ne sont plus du tout ni contrôlés, ni accompagnés, en fait, ce qui était au moins le cas, ça semble incroyable de dire ça, vertueux de la guerre froide. Donc en fait, on a la République démocratique du Congo, qui est déjà une première fois un curseur, parce que c'est en tout cas révélateur du fait qu'il y a tellement de tensions en géopolitique qu'il n'y a plus de possibilité que de pouvoir apaiser ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais là, il y a un deuxième aspect qu'il faut aussi mettre en évidence, c'est qu'on voit bien là, et je vais en donner un autre exemple. L'Afrique, je ne trouvais pas assez prise en considération en géopolitique, en fait. Et quand on rappelle le poids démographique qu'elle va avoir en 2050, c'est impossible de continuer dans une logique comme celle-là. Il y a un exemple donc qui est, à mon sens, totalement révélateur, mais enfin, il n'y a pas un pays africain qui est membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU. C'est totalement fou dans le cadre de ce qu'on est en train de dire. Et d'ailleurs, ce Conseil de sécurité à l'ONU, dont on voit bien qu'il est dans l'incapacité, alors sans vouloir être trop cruel, de résoudre quoi que ce soit, ni au Proche-Orient, ni en Ukraine, ni en Afrique, ça amène des vrais raisonnements d'ailleurs en termes de droit international. On voit bien que quand même, les membres permanents sont les 5 qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale et qu'il s'agirait aujourd'hui, pour qu'ils regagnent en crédibilité, que d'ouvrir ce Conseil de sécurité à l'Inde, déjà, première remarque, au Brésil, mais qu'il est évident qu'il faut absolument qu'il y ait un pays du continent africain qui en fasse aussi partie, ne serait-ce que parce qu'évidemment, il serait beaucoup plus à même que d'amener, en étant concerné, des questions qui sont propres au continent africain. Et dans ce cadre-là, je ferai une synthèse avec la séance qu'on a fait précédemment. En Europe, il va vraiment falloir qu'on réfléchisse. Et là, le projet européen prend tout son sens. Parce qu'il est évident que pour des raisons historiques, c'est pas le Royaume-Uni, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne qui, à titre individuel, sont les mieux placés pour essayer d'être force de proposition ou pour accompagner ce qui va se passer sur le continent africain à l'avenir. Par contre, une entité politique européenne, elle, qui serait justement en prise de distance entre la Russie, les États-Unis et la Chine, et qui serait débarrassée de son histoire, elle a une vraie vocation à pouvoir aider le continent africain à prendre tout son rôle et toute sa mesure en géopolitique au XXIe siècle. Non, pour faire la liaison avec ce que vous venez de dire, si la géopolitique s'intéresse à l'Europe, il serait temps que l'Europe se réintéresse à la géopolitique et lie son destin à celui du destin africain. Exactement. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.